La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée dans le monde entier le 10 octobre de chaque année afin de sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale et d'organiser des efforts de collaboration pour la santé mentale. Cette journée est observée. Elle a été lancée par l'Association mondiale pour la santé mentale le 10 octobre 1992. Dans votre reflet d'ici, nous vous avons compilé un reportage pour rappeler que ce problème est toujours d'actualité, mais il est encore plus présent aujourd'hui dû aux effets collatéraux des mesures sanitaires et de la pandémie. La santé mentale fait partie de notre santé. Elle influe sur notre façon de penser, de ressentir nos émotions et d'agir. Un Canadien ou une Canadienne sur deux aura un problème de santé mentale avant l'âge de 40 ans. Nous devons prendre soin de notre bien-être émotif, social et psychologique comme nous prenons soin de notre santé et de notre bien-être physique. Il est plus important que jamais de le faire, alors que nous continuons de composer avec les difficultés et le stress provoqués par la pandémie de COVID-19. Nous sommes peut-être physiquement loin les uns des autres, mais nous sommes tous unis pour vaincre la maladie mentale. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. C'est une journée toute spéciale, c'est la journée mondiale de la santé mentale et c'est important pour toi. Bien, effectivement, Thierry, mon parcours là, de près de 25 ans là, comme intervenante en santé mentale, pour moi, là, a démontré aussi à quel point la période de pandémie, la fameuse COVID-19, a eu des conséquences importantes sur la santé mentale des gens, a causé de l'anxiété, a demandé aux gens là, beaucoup d'adaptation. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette journée est si importante. Puis, le message vraiment là, que je veux passer aux gens, c'est que c'est important là, de prendre soin les uns des autres parce que toute la population a été affectée, les femmes, les personnes âgées, les étudiants. Ça nous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. On se concentre beaucoup sur les risques du coronavirus sur la santé physique, mais il ne faut pas négliger les effets sur la santé mentale et la santé sociale des personnes. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Gélineau, je suis spécialiste en entretien motivationnel. Je travaille à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Notre santé mentale dépend de plusieurs choses. Par exemple, bien dormir, voir ses amis, pouvoir compter sur ses voisins, sa famille, être actif physiquement. Et avec la COVID, on a perdu plusieurs de ces choses. Et pour certaines personnes, cette perte se manifeste par des signes de détresse psychologique. Si vous travaillez dans un organisme communautaire, dans une entreprise d'économie sociale, dans le milieu municipal ou scolaire, si vous êtes bénévole ou travailleuse d'agence, nous nous adressons aussi à vous. Je m'appelle Robert Perrault, je suis psychiatre et je travaille aussi à la santé publique de Montréal. Dans votre travail, vous allez rencontrer des personnes dont la santé physique est détériorée, des citoyens irritables, des parents fatigués, des personnes en détresse, endeuillées ou même en dépression. Il faut être prêt à faire face à cette nouvelle réalité. Pas besoin d'une formation spécifique pour offrir un minimum de soutien psychologique. Il suffit de faire appel à sa sensibilité et à sa capacité de compassion. On pourrait comparer la pandémie à une catastrophe naturelle. Le fonctionnement de la société est bouleversé. On n'a plus nos repères habituels et on vit beaucoup d'incertitudes. Plusieurs ressentent une sorte de menace vague, mais toujours présente, qui s'introduit dans la vie quotidienne. C'est normal que notre santé mentale en soit affectée. Non seulement y a-t-il la peur causée par le virus, mais il y a aussi tous les à côté qu'on ne pouvait pas imaginer. Perte d'emploi, de revenus, fermeture des écoles, des garderies, séparation d'avec nos proches. C'est bien assez pour provoquer de l'anxiété, de l'insécurité, de la colère parfois.
à différents degrés et à différents moments selon les personnes. Ceci dit, la majorité des personnes s'adaptent très bien. Certaines peuvent même y voir du positif ou se découvrir des capacités nouvelles. Pensons à ceux et celles qui font du bénévolat, par exemple. On verra quand même que l'anxiété et les troubles dépressifs vont augmenter dans les semaines suivant le début de la pandémie et continuer comme ça quelques mois après les événements. C'est absolument le cas, ça va perdurer, ça va s'installer. Et nous, on pense très clairement que les conséquences psychiatriques de la pandémie et du confinement sont devant nous. Nous avons vu, nous psychiatres, et nous allons voir plusieurs vagues de population de patients. Premièrement, nos patients habituels qui, pendant le confinement, comme toutes les autres pathologies, ont été en rupture de soins. On a vu une diminution des consultations, une diminution des hospitalisations, une diminution du passage aux urgences. Et donc les conséquences, c'est qu'on voit ces patients arriver à l'hôpital aujourd'hui. Mais il y a d'autres conséquences. Les premières, c'est qu'il y a de nouveaux patients qui ont été exposés pendant le confinement au stress, à l'isolement social, à des difficultés de sommeil, aux addictions dont vous parliez tout à l'heure, qui vont développer, sont en train de développer des troubles anxieux sévères et des troubles dépressifs. Et une troisième nouvelle population de patients qui sont les soignants, qui ont bien sûr eu un surcroît de travail, mais qui ont aussi vécu des situations très traumatisantes et qui ont besoin de soins psychologiques et psychiatriques. Et puis, devant nous, il y a aussi les conséquences du chômage et des difficultés économiques qui vont probablement augmenter des idées de suicide, des dépressions, et il faut qu'on soit très à l'écoute de ce qui peut se passer. Et puis, dernier point dont on ne parle pas suffisamment, c'est les conséquences inflammatoires du Covid. Par exemple, la tempête cytokinique, dont on parle très souvent, elle fait le lit des troubles de l'humeur. On sait qu'il y a un lien très fort entre inflammation et troubles de l'humeur. Et on sait que pendant les dernières pandémies, le SARS par exemple, il y a eu à la suite des pandémies et des épidémies infectieuses une augmentation considérable de troubles dépressifs. Depuis le début de la pandémie, les effets collatéraux de la COVID-19 augmentent et déclenchent l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires chez les jeunes et les adolescents et même les enfants. La situation est vraiment inquiétante. C'est dans cette optique-là que nous avons mis en place une campagne d'urgence qui se nomme « Propulsons la recherche sur la santé mentale ». Et notre priorité est d'amasser des fonds rapidement pour un projet que nous souhaitons financer qui aura évidemment un impact concret chez les jeunes. Sur ce, je vous présente Dr Richard Bélanger, pédiatre, chercheur universitaire clinicien de l'Université de Laval, travaille sur un projet de recherche sur la santé mentale et soit le trouble du déficit de l'attention et qu'il co-dirige avec le Dr Slim Haddad, chercheur également, professeur titulaire également à l'Université de Laval. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez, Dr Bélanger, en quoi consiste véritablement votre projet. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Nous, à l'intérieur d'un projet qui était déjà en cours à l'intérieur de l'Est du Québec depuis 2016, un projet qui se nomme Compass Québec, on suit depuis déjà quelques années la santé des jeunes, particulièrement leur santé mentale depuis 2018, ainsi que la présence d'un trouble déficitaire de l'attention. De par la structure du projet, on est capable pas uniquement de faire des photos de l'état de la santé mentale des jeunes, mais des vidéos, ce qui nous permet en fait de suivre l'évolution de la santé mentale au point de vue individuel, ce qui nous permet en fait d'être capable d'évaluer l'impact de certaines situations, particulièrement la pandémie, au niveau de certains groupes de jeunes qui pourraient avoir, à cause des raisons d'équité et de défavorisation face au parcours de santé, des problématiques plus importantes, nommément le trouble déficitaire de l'attention. On a tout intérêt à bien comprendre leur situation. En fait, je pense que vous n'êtes pas seul dans votre projet. J'imagine que vous avez plusieurs collaborations. Peut-être nous dire à quelle ampleur ce projet-là prend avec ces collaborations-là? C'est un projet, comme vous le nommez, là, qui repose sur un partenariat important, un partenariat avec les milieux scolaires, là où se déroule le projet. C'est notre plus grosse année, même en période de pandémie. On a plus de 60 écoles secondaires de l'Est du Québec qui participent au projet. Plus d'une trentaine de milliers de jeunes qui ont rempli le questionnaire en ligne là, actuellement. Donc, vraiment, notre plus grosse cohorte. À l'intérieur de ça, plusieurs des jeunes complètent le projet depuis déjà plusieurs années, ce qui nous permet d'effectuer un peu ces films-là. Mais il y a les milieux scolaires et en même temps, on a un fort partenariat avec les directions régionales de santé publique, en fait 3 directions régionales, qui nous permettent en fait de produire des données
que les équipes scolaires et les équipes de santé publique vont utiliser à la suite pour offrir des services ou adapter des interventions à partir des données sur l'état de santé des jeunes qu'ils servent. Dis-moi, Robert, qu'est-ce qui fait que dans une pandémie, une personne vit plus ou moins de stress ou d'anxiété? Le niveau de détresse d'une personne est lié à 3 principaux facteurs. D'abord, sa perception de la menace. En quoi la personne ou ses proches sont menacés par une situation. Il y a aussi sa tolérance face au stress. Vous savez, l'incertitude est une grande source de stress dans la situation actuelle et nous ne réagissons pas tous de la même manière au stress. Et finalement, la perception du soutien social, celui qu'on peut tirer de son propre entourage ou même qu'on peut tirer de notre gouvernement. Donc, nos réactions dépendent de nos perceptions, notre tolérance. As-tu des exemples? Oui, effectivement, les réactions peuvent être très diverses d'une personne à l'autre. Si quelqu'un perçoit le virus comme une menace grave et qu'il ne se sent pas protégé, il peut avoir peur d'attraper le virus et d'en mourir. Ou alors avoir peur de contaminer l'entourage, que ce soit des personnes au travail ou des membres de la famille. D'autres gens auront peur d'être jugés, rejetés ou même menacés pour toutes sortes de raisons, comme celle d'appartenir à des communautés culturelles ou parce qu'on a attrapé la COVID ou qu'on vient d'une région où il y a eu beaucoup de cas, ou encore de travailler en CHSLD, comme on l'a vu récemment. Pour les personnes souffrant de maladies chroniques, il peut arriver qu'elles aient peur d'aller à l'hôpital par crainte d'être infectées et donc de ne pas être traitées pour leurs problèmes. D'autres auront peur de l'isolement, de se retrouver seuls, de développer de l'anxiété, de s'ennuyer, de faire de l'insomnie, de surconsommer de l'alcool, des drogues ou de la nourriture. Toutes ces réactions sont normales. On vit vraiment une situation exceptionnelle et ça chamboule les émotions. Qui serait plus à risque de ressentir intensément ces émotions, donc de vivre possiblement de la détresse psychologique? Les personnes infectées, bien sûr, celles qui ont eu ou qui ont la COVID. Les personnes qui sont considérées à risque élevé si elles ont la COVID, on a beaucoup parlé des aînés de 70 ans et plus, mais il y a aussi les personnes qui ont un système immunitaire affaibli ou une maladie chronique. Les personnes atteintes de maladies psychiatriques. Les personnes qui ont des dépendances, que ce soit aux médicaments, à l'alcool ou à la drogue. Les personnes qui ont des conditions de vie plus difficiles, par exemple, qui habitent dans des petits logements, qui sont en situation de pauvreté, qui ont de la difficulté à communiquer en français ou en anglais. Et bien sûr, les intervenants du réseau de la santé qui travaillent dans des conditions difficiles et qui ont peur d'infecter leur entourage. Alors, si on interagit avec des personnes qui présentent ces caractéristiques, il faut être vigilant et ne pas les laisser seuls avec leur détresse. Bon, ne pas les laisser seuls avec leur détresse, c'est facile à dire. Si votre employeur a défini des critères de repérage ou dépistage qui vous permettent d'évaluer la détresse des personnes, tant mieux. Si vous connaissez les techniques de relation d'aide, utilisez-les, bien sûr, mais surtout, écoutez la prochaine capsule parce qu'on vous partage des actions concrètes, toutes simples, à faire dans un contexte de pandémie qui vont vous permettre de donner des premiers soins psychologiques et d'aider les personnes en détresse. Un dernier mot avant de se laisser. Il faut toujours tenir compte des différences culturelles. Par exemple, selon sa culture, on percevra souvent la menace de façon différente. Il ne faut donc pas supposer que tout le monde perçoit les choses comme nous et rester ouvert à ces différences. Prenez soin les uns des autres.